Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à quelqu'un que les Nigérians qualifient de blanc à l'extérieur, mais de noir à l'intérieur. Car il a l'art de partager ce qu'il fait, ce qu'il produit avec la plupart des musiciens. Il est sur notre plateau pour pas défendre, je dirais pas cela, parce qu'il n'a plus besoin de cela, mais nous présenter un album qui s'appelle No Solo. Andy Hemler, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. C'est vrai qu'à l'intérieur, tout est noir. C'est pas moi qui le dis, mais c'est vrai qu'à l'occasion de pas mal de tournées africaines, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de musiciens et de jouer dans des endroits où quand ça groove, quand ça tourne bien, voilà, on dit au Nigeria, c'était en anglais, le gars il disait « This man is white outside, but he's black inside ». Black inside. Dans tous les cas, merci. J'espère que ce soir, ça va groover aussi pour les téléspectateurs, comme ça l'a été pour nous en préparant cette émission. Bienvenue à Afro Night. Merci. Nouvel album, on mettra un numéro tout à l'heure, mais pour l'instant, voici comment vous nous vendez cette belle affaire. Andy Hemler, No Solo pour dire la générosité, le partage, la fusion musicale, c'est des choses qui ont toujours jalonné votre parcours artistique apparemment. Oui, c'est les rencontres qui motivent la musique. La musique, c'est quelque chose d'incontournable pour toute vie sur Terre, c'est très important. Et donc, par les rencontres, on a envie de jouer telle ou telle musique, on a envie de découvrir l'univers de l'autre. C'est le vivre ensemble, comme c'est à la mode de le dire aujourd'hui. C'est le vivre ensemble, et vous le faites depuis pas mal d'années. Il y a une personne qui va compter pour vous, c'est Marie-Louise Gigou. Oui, absolument. C'était d'ailleurs organiste d'une grande famille d'organistes. Il faut savoir que les organistes en musique classique ont toujours été des gens qui improvisent la musique. Ils se sont jamais arrêtés, contrairement à d'autres instrumentistes. Et donc, quand j'arrivais avec la lettre à Élise en bossa nova, ça la faisait rire, ça la choquait pas du tout. Et elle m'a ouvert l'esprit, elle m'a ouvert le cœur à la musique classique et à toutes les musiques. Et à toutes les musiques, mais on peut parler de toutes les musiques. Il y a votre frère qui va y contribuer aussi. Mon frère va y contribuer parce que lui, il était plutôt rock des années 60-70, bien sûr. Et puis, un premier album, Horizon. C'est le fruit d'une amitié. Le fruit d'une amitié. Avec Antoine Hervé. Voilà, Antoine Hervé, qui est un pianiste, compositeur formidable, grand jazzman français. Et nous étions ensemble en classe d'écriture au conservatoire. Donc on a scellé une amitié qui a monté une boîte de production, qui a monté des voyages, des concerts, et ce duo. Horizon, qu'est-ce que cet album peut représenter aujourd'hui pour vous, après tout le parcours et après toutes les expériences que vous avez vécues? Ça reste le premier jet de la liberté. La liberté, ça se travaille. C'est pas quelque chose d'acquis. Et surtout quand on est artiste et qu'on veut faire ce métier, pouvoir rester libre de ses choix, avoir ce choix de liberté, c'est quelque chose de primordial. Et on n'a jamais eu quelqu'un qui nous dit « tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça, si tu veux que ça marche ». Vous dévancez un peu l'ordre des choses, je profite pour poser la question, mais la liberté et l'improvisation, quelle est la différence entre les deux? Les deux sont étroitement liés, bien sûr. La liberté me permet d'improviser, mais en même temps, pour improviser, il y a des codes, il y a certaines règles qui sont mes propres règles, qui sont mes propres clichés, on va dire, entre guillemets, que je développe avec le temps sur les instruments. Et donc, je peux improviser des heures de musique, mais c'est aussi les années d'improvisation qui font que je peux improviser comme ça. Donc, il y a des codes aussi. Alors, on a vu plusieurs vidéos de vous, on a senti l'épanouissement et la joie que vous avez à chaque fois que vous intervenez. Mais cette joie, elle est particulière quand vous jouez avec les Méga Octets. Ah oui. Regardons, c'était sur la scène des Victoires de la musique.
meilleurs improvisateurs de France. Il y en a beaucoup. Ça, c'est les meilleurs. Ça, c'est les meilleurs. Comment fait-on pour respecter ce timing-là? Parce qu'on vous avait demandé 4 minutes. Précisément. Vous étiez 9. Chacun a eu le temps de faire son solo. Il fallait trouver un bon arrangeur. Et c'était vous. C'était moi. Difficile de maîtriser ces choses-là. Surtout quand on est en concert et tout ça. Oui, et en télévision, on sait qu'on n'a jamais beaucoup de temps, donc on essaie de faire quelque chose de très efficace avec ce morceau et que tout le monde ait son instant. Ouais. Ça compte pour moi que chacun ait son instant, mais eux, ils sont au-dessus de ça. Il y aurait eu un seul soliste, personne ne m'aurait posé la question. Mais c'était l'occasion aussi de faire entendre tout le monde. Tout le monde et dire haut et fort que c'était les meilleurs improvisateurs de France. Je vous dis François Jeannot, je vous dis Michel Portal. Oui, c'était pour échapper à leur rigueur que vous montez le méga octet? Alors ça s'est fait par hasard. J'ai présenté l'Orchestre national de jazz et je suis arrivé en finale et on m'a dit « Monsieur Hemler, vous n'avez jamais écrit pour un grand orchestre », ce qui était faux, mais ils ne le savaient pas. Et du coup, je n'ai pas eu le poste et du coup, j'ai monté ce projet un peu comme une envie d'écrire pour des plus grandes formations, alors qu'avant, on était toujours en trio, duo, quartet. Ouais. Et là, j'ai eu envie d'écrire des arrangements et c'est, une fois de plus, les rencontres humaines de gens avec qui j'avais vraiment des plateformes intéressantes et une communication amicale super que j'ai réunie et puis on a monté ça. Le méga octet. Et puis il y a ce lien. Et cette envie de liberté-là. Toujours, qui vous lie justement à Dave Liebman. À Dave Liebman, absolument. Voilà. Grand jazzman américain. Grand jazzman, saxophoniste avec lequel vous avez joué. Qu'est-ce qui vous lie? Parce que dans nos recherches, ça va au-delà de la musique. Alors, il faut savoir que Dave Liebman, contrairement à beaucoup de jazzmen de cette époque, lui, il vient de l'école Miles Davis, il a joué avec Miles Davis, qui était un des grands défenseurs de la liberté en musique. Un des premiers par rapport à tous ces dogmes qu'il y avait dans le jazz, tous ces codes. Et Dave Liebman a toujours été quelqu'un de très, très ouvert à la rencontre. Quand il vient en France, ou qu'il aille en Europe, il joue avec les jeunes, il est toujours disponible. Et nous avions eu l'occasion de travailler ensemble dans des clubs de jazz par hasard. Et on a eu envie de monter des projets, donc je l'ai invité. Et là, c'était un projet avec des grandes orgues de Radio France. Journey Around the Truth. Absolument. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est fait. On s'est dit, allez, on tente le coup. Moi, je ne suis pas organiste. Mais personne ne saura. Mais justement, l'orgue, c'est quelque chose que vous avez abordé avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? C'est difficile. C'est difficile, c'est différent du piano. Totalement. Déjà, on joue avec les pieds aussi. Il faut savoir qu'il y a tout un clavier par terre, comme un clavier pour les mains. On s'en sert aussi. Moi, je n'ai pas de technique de jeu de jambes. Et puis, il y a un travail d'indépendance des mains qui n'est pas le même. J'ai écrit pour l'orgue avant d'en jouer. Et puis, quand j'ai trouvé l'instrument, c'est comme un grand synthétiseur. Il y a plein de sons partout. C'est formidable. C'est un orchestre à lui tout seul. C'est beaucoup plus difficile que d'écrire, par exemple, pour Ravel. J'ai terminé, c'est marrant que vous parliez de ça, j'ai terminé hier une espèce de grande fresque à la manière de Ravel pour orgue, parce que Ravel, je crois, n'a jamais écrit pour orgue. Et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à cet exercice. Alors vous êtes un homme de défi, hein? J'adore. Avec vous, on doit parler de défi ou de challenge? Je crois qu'on a toujours besoin de progresser. Donc si on se met la barre ici, là, parce que celle-ci, ça j'ai déjà fait, donc je vais essayer autre chose, ça nous fait étudier, ça nous fait... Puis la période difficile qu'on vit en ce moment, qui nous confine un peu, nous laisse un peu de temps pour ça aussi, donc on en profite. C'est pas faux. Vous êtes chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, 3 fois Django d'or, dont celui du Respect Artist, c'est très important de le préciser, victoire du Jazz 2010, lauréat de plusieurs distinctions. 2008, qu'on vient de voir 2008 aussi. Aussi, absolument. Bravo. Merci. Ça n'a pas entamé votre appétit de compositeur, ça n'a pas entamé l'appétit du compositeur que vous êtes? Du tout. J'aurais aimé que ça suscite plus de programmateurs à nous programmer en concert. C'est très difficile de faire vivre les musiques instrumentales aujourd'hui, il faut le savoir. Et c'est l'appétit de composer, l'appétit de rencontrer, l'appétit de jouer et de voyager doit rester le même si on veut rester jeune. Restez jeune. L'Afrique, vous la connaissez. Oui, un peu. Le Cameroun, absolument. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Le Gabon. Le Gabon. Et la côte Est aussi, Tanzanie, Mozambique aussi un peu, Malawi. C'était pour quel besoin? C'était en tournée avec François Jeannot, en quartet. Il vivait à l'île de la Réunion à l'époque, donc on a commencé par beaucoup l'océan Indien, et ensuite l'Afrique, parce que François a toujours été quelqu'un de très curieux
vis-à-vis de toutes les cultures africaines, qui sont quand même l'issue et l'origine de nos grooves qui nous font danser, qui nous font bouger, qui nous alimentent l'imaginaire. Et comment les Africains percevaient cette musique? Très, très enthousiaste. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, si elle est sincèrement jouée, y a un côté de respect de l'artiste en Afrique qu'on n'a malheureusement pas ici. Vous croyez? En Occident, de la même façon, je trouve. En tout cas, pour des musiciens comme nous, c'était formidable. Vous voyez, 10 ans d'Afrique. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on jouait sur scène, il y avait souvent un Africain qui prenait un cheveu. Oh là là. Il me disait, ça me rapproche du divin de vous toucher. Alors, vous voyez, 10 ans d'Afrique. 10 ans d'Afrique, plus de cheveux. Ah non, mais c'est formidable. Soft power. Nos cheveux, on les a dans le cœur. Allons-y à la rencontre d'un de vos amis. Il a une belle histoire. Et ce soir-là, il essayait, en votre compagnie, sa nouvelle kora qu'il venait de recevoir. C'est Balaké Sissoko, avec lequel vous jouez. Vous êtes au piano et vous jouez. C'était à Fontenay-sous-Bois. On regarde. Messieurs Andy Hemler et Balaké Sissoko. C'est avec vous et en votre compagnie qu'il teste sa kora. Oui, sa kora avait été détruite par un douanier américain, pour je ne sais quelle raison, qu'on peut facilement imaginer. Et il a dû se faire refaire une kora en moins de 3 semaines, ce qui est extrêmement rapide. Pour respecter cette date du 28 février 2020. Absolument. Dans un petit club avec, je ne sais pas, 80 personnes, à Fontenay-sous-Bois, le comptoir, et c'est vrai qu'il ne voulait pas louper ce concert. Il a tout fait pour y être. Alors que moi, je me suis dit, il n'y sera jamais. Et c'est pas grave, quoi. Mais non, il voulait y être. Mais vous me confiez aussi qu'ensemble, il n'y a jamais eu de répétition. Non. On monte sur scène, on ne sait pas ce qui va se passer. Vraiment. Ça n'a pas été le cas pour le disque. Le disque, c'est moi qui ai joué quelque chose, qui ai voulu imiter la kora. D'accord. Avec une tournerie de rythmique. Donc je l'ai fait tout seul en laissant la place à Balaké, que j'imaginais pendant l'enregistrement se placer par-dessus. Je lui ai mis la bande, il a écouté une fois, il s'est mis à jouer, et voilà. Et puis c'est parti. 11 invités, 11 personnes, pour partager nos solos, d'où le titre. Parce qu'au départ, il n'y avait pas d'invités.
Non, ça devait être un solo normalement. Ça devait être un solo et puis moi, je me sens et pas comme en prêt. réponse, vous dites no solo. Voilà. Il n'y aura pas de solo. Voilà. Je me sens pas être prêt à faire un solo de piano sur un disque. Je me sens pas prêt du tout. Alors, ça viendra, sûrement dans quelques années, hein, je t'y travaille, mais... Et là, je me suis dit, mais c'est l'occasion, j'ai fait des rencontres, une chanteuse syrienne, Balaké, avec qui on travaille, des gens que j'aime beaucoup. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire un agencement d'une belle suite de piano dans lequel je vais placer des invités. Et ils ont tous, après, dans un studio, joué par-dessus la bande de piano. Et puis, il y a une invitée assez particulière, une invitée de taille, Rhoda Scott. Ah oui, grande dame, Ouais. une grande dame du jazz international, Ah. que j'ai vue quand j'étais gamin. Je venais d'acheter un de mes premiers disques en 33 tours. C'était Osibissa. C'était un groupe africain. Oui, Osibissa. Et j'avais adoré ce groupe. Et je vais en ski avec mes parents. Je devais avoir 10 ans, je crois, à peine. Et il y avait une concertiste, Rhoda Scott, vient faire un concert d'orgue. Et elle était rayonnante de plaisir de jouer, de groover. Le Elle, jazz. c'est l'orgue. Hein. Elle, c'est l'orgue. Mais c'est l'orgue de jazz. Ouais. Mais par contre, elle joue pieds nus, le Elle joue pieds pédalier. nus, ouais. On n'a que ça en commun, je joue pieds nus, le pédalier. Et donc, je ne voulais pas qu'elle joue de l'orgue sur cet album, mais j'ai écrit un poème en anglais et je voulais qu'elle le dise. Ah. Elle vit au Mans, elle Oui. est venue spécialement pour lire 8 lignes dans un studio à Paris. Ouais. Et je lui dis, mais Rhoda, tu sais que c'est un grand honneur que tu me fais là, parce que c'est se déplacer pour juste lire 8 lignes et prendre le train. Elle m'a répondu, c'est pas moi qui conduis le train. C'est beau, ça. C'est beau. tout. Elle a C'est lu beau. ses 8 lignes, elle est repartie. Et voilà. Comment vous définirez cet album, No Solo? Comment vous le définirez? Je sais que vous n'aimez pas les classifications. Une parenthèse. C'est une parenthèse dans Une votre parenthèse carrière. dans mes musiques de sauvage habituelles. Non, une parenthèse parce que c'est, comment dire, pour faire vite, c'est une musique très consonante, très apaisante. J'ai dirigé les solistes pour qu'ils mettent peu de notes, pour qu'ils fassent peu de choses, pour qu'on ait une sensation au long de tout l'album de repos, parce que je trouve que notre période de vie, notre monde aujourd'hui est tellement fou, et tellement sur la rapidité que je voulais faire à contre-coup autre chose. Et puis c'était un album intergénérationnel. Hein? Oui, Quand en fait, on voit. oui, bien sûr. Ouais, bien c'est sûr. intergénérationnel. Mais ça, c'est encore le hasard des rencontres. C'est pas moi qui ai choisi de dire il faut des femmes dans l'orchestre, on va mettre 5 femmes et 5 hommes. Ah. C'est pas moi qui ai décidé de prendre des générations. Rhoda Scott, j'ai toujours admiré cette femme, donc je suis très honoré qu'elle soit sur le disque. Mais une autre soliste du nom de Géraldine Laurent, grande saxophoniste de jazz. Victoire de la musique. Victoire de la musique plusieurs fois d'ailleurs, je crois. Et j'ai eu l'occasion de la croiser plusieurs fois. On a parlé d'une passion commune qui était Ravel, Maurice Ravel, un jeune qui monte. Et puis elle, le respect qu'elle a pour le silence. Et elle sait passer le silence, et elle sait aussi. Et là, je lui ai dit de faire ce qu'elle voulait, en lui disant simplement fais peu de choses, on n'est pas dans le jazz. C'était dans les studios de FIP. Absolument. Vous étiez au piano et elle tenant son sax et vous avez fait ce titre-là, The Rise of the Sad Grove. Absolument. The Rise of Et the en Sad jouant, Grove. quand vous débutez, pour ceux qui auront l'occasion de voir la vidéo depuis d'où nous vous conseillons, quand vous débutez, on sent qu'il y a un sad groove qui s'éveille avec le temps et ça va progressivement. On écoute et on regarde ça.
Vous dites c'est une parenthèse à cet album. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait quelque chose reposant. de entendre ça aussi. C'est Ça vrai. me fait. Ouais. Vous dites elle est habitée par la musique. Elle est cette habitée fille. par la musique. Elle est Il y a habitée peu par de la- musiciens comme ça. L'album est disponible. Oui, il est distribué par Pias en France et par ECM sur l'étranger. Voilà. Sinon, les gens peuvent aller sur le site de La Buissonne, Ouais. BUI2SO2NE, qui sont les producteurs de l'album. 11 invités et avec à leur tête le chef d'orchestre pour cet album, bel album, No Solo de Andy Hemler que nous vous conseillons et à écouter sans aucune modération. Ah, merci. Andy, c'était comment ce moment sur ce plateau? Je reçois que des compliments, alors je suis très touché. Ils sont de votre- sincères en plus. hein. Je suis très touché parce que je sais que vous avez travaillé et c'est formidable parce qu'on a des choses qui nous réunissent, le sourire et la musique. C'est vrai. Et, c'est Aussi Bissa, quel souvenir. aussi Bissa, quel grand souvenir. Quel grand Absolument. souvenir. Ah oui. Les deux albums. Ça, c'est une très très belle référence. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Merci. nous. Monsieur le Chevalier. Merci de vous être prêté aux caméras de Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, Lucie John qui a assuré le son. Merci à Alexandre et à Charles Serrito qui nous a aidés à sa préparation. Merci à Pascal Tré qui a permis ce contact. Bonsoir à tous et que vive la musique. À demain.